Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, MUC, Moussaou. Bienvenue. Bienvenue dans mon live. Comment ça va? Diadi, Chifé, Edadj, Sako, pays du désert, salut. Salut toi, utilisateur. Hein? Ndé, Auto, NDE Auto. Problème 731, bébé. Sonia, salut, salut. Point Dioso, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Comment ça va ici en ce début de week-end, enfin de semaine? Le week-end vient de passer, en ce début de semaine. Salut Océan, bienvenue. Bah je sais pas, j'ai pas vu les tac tac, il faut que je vérifie les paramètres. Ouais, tout le monde va. Ok. Alors, tac tac tac. Alors, les commentaires, oui. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? J'ai pas changé normalement. Hop. Ok, moi c'est bon. Bon, c'est tout doux ce soir. Hein. Je prends les questions. Pas d'analyse ce soir. Je suis en vacances d'analyse de la jurisprudence. Je me repose. Mon week-end a été épuisant. Lilou? Salut ma Lilou. C'est ma Lilou? Alain Carole, bonsoir. Bienvenue. Coucou Lilou. C'est toi? T'as changé ton profil? Ou c'est un autre. Ou c'est une autre Lilou? Je sais pas. Bah coucou. Bienvenue. Bienvenue. Ça va? Alors, si tu l'es. Chris Billy, bonsoir. Philogan, salut. Salut le roi Dino. Dino comme la boisson. Dino Fanta. Ah là là, comment ça va ici? Ça allait bien.
Alassani, salut. Niamai, bonsoir. Bienvenue. Chantal, bonsoir. Bienvenue. Poulet. Poulet Olivier. Poulet, poulet. T'aimes bien le poulet? Bon, ce soir, je vais pas faire d'analyse. Bah, bonsoir. Je vais juste refaire un petit point sur le droit administratif. Et après, je prends les questions, hein. Parce que le droit des étrangers, c'est du droit administratif. D'accord? Donc, il faut que je réexplique un peu. Et je vais prendre les questions. Attendez, je vais mettre un petit message. Je vais épingler quelque chose. Alors, tac, commenter. Répondre aux questions. Donc, le but de la page étant de vulgariser le droit. Adama, salut. C'est important de temps en temps, l'étoile de Dieu, je suppose. Salut. C'est important de temps en temps de faire une pause et puis de revenir à la base. Donc de définir ce que c'est que le droit pour ceux qui ne connaissent pas la page, qui la découvrent, d'accord? Qui nous rejoignent en cours de route, qui prennent le train en retard, comme on le dit. Donc, je vais refaire la petite base là, un petit rappel introductif et après je vais prendre les questions. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Je vais présenter quand même quelques avantages supplémentaires pour les abonnés. Donc voilà ce qui va se passer ce soir. Alors, donc le droit. De toute façon, j'avais déjà défini tout ça, hein. C'est encore sur la page. Toutes les vidéos sont sur ma page. Mais bon, répétition est mère de l'apprentissage, hein. Donc moi, ça m'embête pas de répéter, c'est pédagogique. Voilà, donc je répète, ça m'embête pas. Alors, faut savoir que le droit se divise en deux grandes parties, d'accord? Et j'avais dit que le droit, dans un langage courant, généralement, c'est une règle qui régit la vie en société. Abdoulaye, salut. C'est ça la définition du droit en général. Mais juridiquement, c'est un acte qui émane d'un organe législatif. Vous voyez, donc, la définition diffère selon qu'on est juriste ou juste un individu lambda. Et donc, le droit, Marie Barthes, salut, est divisé en deux grandes parties. On a d'un côté le droit public et de l'autre le droit privé. Ce sont les deux grandes subdivisions du droit, d'accord? Le droit privé, il a vocation à régir les relations ou les rapports entre les personnes privées. Les personnes privées peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Donc, le rapport qui existe entre ces personnes est régi par le droit privé. D'accord? Et il se divise en plusieurs branches ou il se subdivise en plusieurs branches. Il y a beaucoup de sous-branches dans le droit privé. Donc, le but du droit privé, c'est de régir les relations entre les personnes privées, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Notamment, les associations, par exemple, c'est une personne morale, ok? Privé, morale, bien sûr. C'est le temps qui oblige.
On va prendre le chocolat chaud pour digérer. Voilà. Donc, en droit privé, il y a beaucoup de branches, d'accord? On a le droit civil, par exemple, tout ce qui concerne la personnalité juridique, etc. On a le droit commercial, c'est l'intitulé exact, ce qu'on appelle le droit des affaires, d'accord? Les business, c'est soumis au droit commercial. On a le droit du travail, qui relève plus du droit social, d'accord, etc. Donc tout ça, ça relève du droit privé. C'est la sous-branche du droit privé. Ce sont les subdivisions du droit privé, d'accord. Ensuite, on a le droit public. Donc, je vous avais dit que le droit il était divisé en deux grandes catégories, à savoir le droit public d'un côté et le droit privé de l'autre. Et le droit privé, il a pour vocation de régir les relations entre les personnes privées, qui peuvent être publiques, enfin physiques ou morales, d'accord? C'est le cas du droit civil, etc. Hein? Droit des affaires, droit commercial, droit du travail, droit social, etc. Parce que le droit du travail, c'est ce droit qui régit aussi, qui gère les relations entre employés et employeurs, d'accord? Entre patrons salariés, etc. Voilà. Et donc, le droit public, lui, il a pour mission, donc, de régler les rapports entre les personnes publiques et les particuliers. Droit privé, uniquement des particuliers, donc personnes privées. Droit public, personnes publiques et personnes privées ou particuliers, si vous voulez. C'est entre les deux, ça régit leurs relations. Donc, le droit public, pour le coup, il se divise en 4 branches. D'abord, le droit constitutionnel. Donc, c'est la manière dont le pouvoir s'acquiert, se gère et se transmet. D'accord? Donc, la manière dont le pouvoir est acquis, dont le pouvoir est exercé et dont le pouvoir est transmis. C'est le cas, notamment, par exemple, de l'élection du président de la République. C'est un pouvoir qui lui est conféré. Comment ce pouvoir s'exerce, comment ce pouvoir il est transmis. Tout ça, ça relève du droit constitutionnel. Ensuite, on a le droit administratif. Donc, qui s'applique à l'administration. Et l'administration, je l'ai défini plusieurs fois, hein, c'est l'activité d'administrer, ou alors c'est pourvoir à la satisfaction de l'intérêt général par des prérogatives de puissance publique. Faire tout pour que l'intérêt général soit satisfait. C'est ça le droit administratif. Ensuite, on a les finances publiques. Ça fait partie du droit public. Donc, on appelle ça droit financier, un peu droit financier public, droit public financier. Donc, en fait, ce droit, il étudie les règles selon lesquelles les budgets publics de l'État et des autres personnes morales de droit public sont adoptés et exécutés. Parce que c'est ça, hein, les personnes publiques ont un budget qui doit être adopté et exécuté. Parce qu'après, on rend des comptes. En fait, c'est l'objectif des finances publiques. Quand on parle de finances publiques, etc., c'est la manière dont l'État, en tout cas, dans sa définition globale, adopte son budget et l'exécute. Hein. En gros, dans cette appellation, on peut retrouver le trésor public, le comptable public, etc. Par exemple, quand vous payez la cantine, la garderie, vous achetez des bouquins à la médiathèque, vous vous abonnez à la médiathèque, tout ça, ça va dans ce qu'on appelle les finances publiques. D'accord? Et même que ça part des impôts. Tout ça, ce sont les finances publiques. Et enfin, la 4e branche du droit public, pardon, c'est le droit international public. Donc, c'est ce droit qui étudie les rapports que les États entretiennent entre eux dans le cadre de la société internationale ou du droit international. En fait, le droit international, c'est le droit public international. Donc, c'est ce droit qui permet de sanctionner tel ou tel État, d'envoyer des troupes au sol dans un pays, de voter des résolutions aux Nations Unies, etc. Tout ça se fait dans le cadre du droit international public. Donc, ce sont là les 4 branches du droit public. Hein. Le droit constitutionnel, donc, qui nous permet de savoir comment le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet. Ensuite, on a le droit administratif, donc qui s'applique à l'administration, naturellement, comme son nom l'indique. Les finances publiques, qui concernent les budgets de l'État, et
le droit international public. Donc ça, c'est tous les États du monde, hein, en tout cas. Donc voilà, en résumé, ce qu'on peut dire par rapport à la définition du droit. Droit public, droit privé, d'accord? Et donc, particulièrement le droit administratif, c'est celui qui étudie les rapports que les personnes morales de droit public entretiennent entre elles, et le droit administratif étudie aussi la manière dont ces personnes morales de droit public sont organisées, d'accord? Et enfin, le droit public donc permet donc d'étudier les relations que ces personnes morales de droit public entretiennent avec les particuliers. Donc, le droit administratif, il régit la relation entre l'administration et les particuliers, entre l'administration et les contribuables. Quelqu'un qui est soumis à l'imposition, c'est un contribuable parce qu'il contribue. Salut Mich, ça va? Donc, on peut globalement justement définir le droit administratif comme ce droit qui régit l'administration dans son organisation et en principe dans son rapport avec les administrés. Donc, quand vous allez poser une question aux impôts, s'il y a conflit, ce conflit ou vos rapports avec les impôts sont régis par le droit administratif, normalement. Après, il peut y avoir le jeu des conflits de compétences quand le juge administratif se déclare incompétent ou le juge judiciaire se déclare incompétent, etc. et tout. Il y a un flou juridique. Enfin, tout ça, c'est autre chose, mais ça existe. D'accord? Donc, normalement, c'est le droit administratif qui règle tous les rapports entre l'administration et les administrés. Voilà pour faire simple. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, je vais le rappeler, j'ai dit, répétition est mère de l'apprentissage. Donc, le mot administration peut être utilisé dans deux sens différents. D'accord? Le mot administration, on peut l'utiliser sous deux assertions. Alors, ces deux définitions, de toute façon, peuvent être utilisées. Ces deux sens peuvent être utilisés alternativement, dans l'un ou l'autre sens. Donc, premièrement, au sens matériel du terme, c'est-à-dire le sens qui prend en compte la nature de l'activité qui est assurée, d'accord? Si on considère l'activité assurée par l'administration, donc on peut définir l'administration comme étant l'activité du pouvoir exécutif et des autorités décentralisées. Vous savez qu'il y a trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, qui est représenté par le président de la République dans un régime démocratique. Le pouvoir législatif, représenté par les députés et les sénateurs, quand il y a une chambre bicamérale. Et le pouvoir judiciaire, représenté par les tribunaux. D'accord? Il y a trois types de pouvoirs dans une démocratie normale. Mais bon, je vous épargne toute la théorie. Voilà. Donc, si on considère la nature de l'activité qui est assurée, l'administration, c'est l'activité du pouvoir exécutif et des autorités décentralisées. Les autorités décentralisées, c'est par exemple le préfet de région. Il représente l'État, mais dans le département, par exemple, ou préfet de département plutôt, parce que, voilà. Donc, il représente l'État dans le département. Ou dans la région, ça dépend plutôt. Depuis les dernières modifications administratives où on n'a que 13 régions, c'est plus des préfets de région. On va dire ça comme ça, d'accord? La région Grand Est, par exemple, est dirigée par un préfet. D'accord? Donc, si on considère l'activité,
assurer l'administration, c'est donc cette activité de l'État et des autorités décentralisées qui ont pour objectif de satisfaire l'intérêt général dans le cadre de la loi. Déjà, l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Ça n'est pas mathématique, cette définition, d'accord? Donc, lorsque le pouvoir exécutif et les autorités décentralisées concourent à la satisfaction de l'intérêt général dans le cadre de la loi, on parle d'administration. D'accord? Ça, c'est le sens matériel du terme. Ensuite, le second sens, c'est le sens organique, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'organe qui agit. D'accord? Dans ce sens-là, l'administration, c'est l'ensemble des personnes publiques. Personnes publiques, c'est l'État avec un grand E, d'accord? Les communes, les départements, les régions, les établissements publics, etc. Tout ça, ça constitue l'État. Hein. Ce sont des personnes publiques. Et donc, tout cet ensemble, c'est l'administration, au sens organique du terme. Donc, généralement, quand on parle, oui, on va dans l'administration, etc., on a des démarches à faire auprès de l'administration, c'est surtout dans ce sens-là que le mot est utilisé, d'accord? C'est au sens organique que le mot est utilisé. L'État, ensemble des personnes publiques. Vous allez au CHU, le centre hospitalier universitaire, c'est l'État, d'accord? Le rectorat, c'est l'État. L'académie, c'est l'État. Voilà, c'est l'ensemble des personnes publiques. On a dit la commune, c'est l'État. La région, c'est l'État. Le département, c'est l'État. Et donc, c'est l'administration. La CPAM, c'est l'administration, hein, la Caisse primaire d'assurance maladie. France Travail, anciennement Pôle emploi. Et pour les plus vieux, ANPE, c'est aussi l'État. Parce que ce sont des personnes publiques. Ou alors des personnes qui assurent des missions de service public. La régie, par exemple, la régie des autonomes des transports parisiens, la RATP, c'est l'État. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est l'État, c'est l'État. Donc, il faut savoir. Ces petites définitions-là sont importantes. C'est la base. C'est la base. Donc, voilà, l'administration a deux sens. C'est soit le sens matériel, donc on tient compte de l'activité qui est menée. On peut parler de l'administration des impôts, parce qu'on tient compte des finances publiques, de l'impôt, d'accord? Donc, c'est l'administration fiscale. Il y a l'administration hospitalière, d'accord? On parle de CHU, etc. Donc, voilà, c'est quand on tient compte de l'activité menée. Après, quand on tient compte de l'organe, au sens organique, donc, c'est l'État. En gros, l'État, la commune. La commune, c'est la mairie. Et puis, la région, le département, les établissements publics, etc. Donc, voilà les deux définitions de l'administration. Après, il faut savoir que l'organisation de l'administration est fixée par des lois et des décrets qui règlent les problèmes qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, par hypothèse, normalement, ne se rencontrent pas dans le droit privé, dans la vie des particuliers. Parce que les problèmes que les administrations rencontrent, hein, ou que l'État rencontre en temps normal, on ne trouve pas ça entre les particuliers. Hein. Par exemple, il ne peut pas avoir de conflit de voisinage entre deux administrations. On est d'accord, ça c'est un problème privé. Hein, les tapages nocturnes, diurnes, etc. Ça ne peut pas exister entre deux administrations. Puisque par définition, ce ne sont pas des activités privées. Donc, personne ne trouble la quiétude de l'autre. Hein, parce que l'administration est fermée la nuit, dans la plupart des cas. Donc, les lois et les décrets qui régissent l'activité de l'administration, normalement, ne permettent pas de gérer les conflits que les particuliers peuvent avoir entre eux. D'accord?
Et donc, ce sont des problèmes qui touchent à l'organisation de l'administration et ils sont nécessairement spécifiques à l'administration. Hein. Par exemple, les lois qui définissent les pouvoirs des maires ou du préfet ou les règles relatives à l'élection ou aux modalités de l'élection du président de la République, ce sont des problèmes. Hein, ou même l'élection du président du conseil général, ce sont des problèmes qui n'ont pas d'équivalent en droit privé. En droit privé, il n'y a pas d'élection du président du conseil général, ou il n'y a pas de maire privé, ça n'existe pas. Donc tous les problèmes, par exemple, quand on conteste l'élection d'un maire, le comptage des voix, les irrégularités d'organisation, etc., ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équivalent en droit privé. On est d'accord. Hein. C'est pour ça que ce sont des lois et des règles spécifiques qui ne s'appliquent qu'à l'administration. D'accord. Donc, les contestations liées, par exemple, aux modalités de l'élection du président du conseil général ou à l'élection du maire ou concernant ses pouvoirs, les pouvoirs du maire et du préfet, toutes ces thématiques ne sont régies que par le droit administratif. Point. Si vous entendez contester une mesure prise par le maire, vous ne passez que par le droit administratif. C'est uniquement le juge administratif qui peut connaître de ces litiges. C'est l'expression consacrée en droit. Un juge connaît d'un litige. D'accord. Donc, si vous entendez contester l'élection, les modalités de l'élection du maire, ce sera forcément par le droit administratif. D'accord. Ça ne peut pas aller devant le juge judiciaire. Là, c'est vraiment des domaines réservés du droit administratif, d'accord? Mais, nonobstant cette particularité, il peut arriver que dans ses rapports avec les administrés, l'administration ne soit pas obligée d'utiliser le droit administratif. Là, je parle bien du rapport que l'administration entretient avec les administrés, avec les particuliers, avec les contribuables, avec les personnes privées. On est d'accord. Hein? Donc, il peut arriver que l'administration ne soit pas obligée d'utiliser le droit administratif. D'accord. Donc, elle a le choix de placer ses rapports avec les particuliers sous le régime du droit privé. Ou alors, elle peut renoncer au droit administratif qui, clairement, a des avantages, hein, mais aussi des inconvénients. D'accord. Donc, l'administration, elle a le choix. Lorsqu'elle fait face à des particuliers, elle a le choix de soumettre le litige au droit administratif ou au droit privé. Le droit administratif, naturellement, est beaucoup plus avantageux pour l'administration que le droit privé. Mais l'administration a le choix de soumettre le règlement de ces conflits au droit privé. D'accord. Donc, elle a cette possibilité-là d'utiliser le droit privé dans son rapport avec les particuliers. Il y a une expression consacrée en droit, donc normalement, c'est le droit administratif qui est présumé s'appliquer dans tous ses rapports avec les particuliers. D'accord. Donc, c'est une présomption d'application du droit administratif au conflit qui oppose l'administration aux particuliers. Sauf si l'administration opte pour l'application du droit privé. Il y a des cas comme ça. Hein. C'est arrivé notamment dans les grands arrêts du droit administratif. Je prendrai le temps d'en parler. Parce que là, on en parle déjà avec les étudiants de l'Institut. Il y a des grands arrêts comme ça. Les arrêts, par exemple, Morsan-sur-Orge de 95, l'arrêt Nicolo. Il y a des trucs comme ça, il y a des grands arrêts comme ça. Dès qu'on dit le nom, normalement, tout bon juriste qui se respecte sait de quoi il s'agit. Mais ça, on en parle avec les étudiants parce qu'on les analyse. On en voit les portées
Et on voit que ça continue de s'appliquer, d'accord? Donc, ça, c'est pour les abonnés et les étudiants. Donc, voilà, j'ai fini de faire ces petits rappels, hein, d'accord? Terminologiques ou de définition de ce que c'est que le droit, comment il est subdivisé, qu'est-ce qui regroupe quoi. Donc, voilà, c'est important de le faire. Et, comme je l'ai dit, le droit des étrangers, ça entre dans la catégorie droit administratif. Donc, sous-catégorie du droit public. Comme je l'ai dit, le droit public, il règle les rapports entre les personnes publiques et les particuliers. D'accord? Donc, les étrangers qui vont à la préfecture, ce sont des particuliers qui rencontrent l'administration, personne publique. Et donc, le droit des étrangers relève du droit administratif qui est une subdivision du droit public. D'accord? Voilà, donc le droit des étrangers, c'est du droit public. Voilà ce que je voulais dire ce soir par rapport au droit des étrangers. D'accord? Je peux prendre des questions, je pense, c'est possible. Ouais, je peux prendre des questions. Si vous avez des questions, je vous écoute, hein. Les questions que vous me posez en privé, là, vous pouvez les poser ici, hein. Il y a une dame qui m'a demandé d'aborder la question du titre de séjour pour raison médicale. Ben, je ne sais pas. Si ça a de l'intérêt, je vais voir ça, je vais analyser. Je vais consulter la jurisprudence pour voir si il y a eu beaucoup de décisions à ce sujet. Et après, j'en parlerai éventuellement, d'accord? Parce que là, ce que moi je propose comme analyse de la jurisprudence, ce sont vraiment de grandes décisions, hein, des décisions qui sont inédites par rapport à leur portée, par rapport à leur champ d'application, par rapport au contenu, enfin voilà quoi, par rapport aux procédures antérieures, euh, voilà, par rapport à leur sens. Ce sont des décisions qui sont très importantes, qui font date, qui marquent l'histoire juridique. Donc, ce sont ces décisions-là que moi j'analyse ici. Donc, je n'analyse pas tout et n'importe quoi. Autrement, on n'aurait pas de place, hein, avec tout ce qui se passe en droit des étrangers, toutes les décisions, tous les jours, etc. On pourrait pas. Il y a plein de choses qui se passent là. Par exemple, il y a des gendarmes qui se sont jetés à l'eau pour sauver des migrants qui étaient en train de se noyer dans la Manche. Ça, il y a des décisions après par rapport à ça et tout, mais moi, je ne parle pas de ça parce que, voilà, ça m'intéresse pas. Du point de vue juridique, ça n'apporte pas grand-chose, d'accord? Donc, c'est pour ça que je choisis les décisions que j'analyse. Je n'analyse pas tout et n'importe quoi, d'accord? Donc, je vais voir. Je vais voir. Aton, salut. Ou Aton, je ne sais pas, ni faire quelque chose. Bonsoir, bienvenue. Donc, ah, j'écoute les questions. Après, si vous n'avez pas de questions, tant pis. Je passe à autre chose, hein. Voilà. Hop. Pour l'instant, je ne fais pas d'analyse de jurisprudence. J'ai beaucoup trop de travail. J'ai encore des étudiants. Ce week-end, j'ai été à une conférence. Bon, ce qui se passe dans la conférence reste dans la conférence, hein. Mais c'était... Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps cette semaine. Je pense qu'il y aura pas d'analyse à juste titre.
Et puis, déjà, je vais présenter pour les abonnés les avantages. Ça va être des actualités régulières hein, sur le droit des étrangers, euh, les mises à jour, d'accord? Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle application, s'il y a des circulaires, euh, toutes les nouvelles informations en ce qui concerne le droit des étrangers, bah, je les ferai parvenir aux abonnés. Donc, ça va être ça. Mais je mettrai ça sur la page. Je vous indiquerai les informations sur la page. Ça va être ça. Actualité. Euh, alors, c'était quoi déjà que je vous... Est-ce que c'est en préparation? Les jumelles. Salut, Justin. Salut. Donc, tout ce qui est actualité juridique relative aux droits des étrangers, je mettrai ça dans le groupe des abonnés. D'accord? Donc, si vous voulez en savoir plus, faut s'abonner. Hein. Donc, il va y avoir des astuces, il va y avoir des conseils, d'accord? Astuces, conseils, actualités juridiques par rapport aux droits des étrangers, parce que ça bouge beaucoup, hein, parce qu'il y a le nouveau ministre de l'Intérieur qui veut aussi euh, marquer de son empreinte son passage à la place Beauvau. Hein. Déjà que la loi Darmanin, là, la dernière loi immigration, son décret d'application venait à peine d'être pris. Bruno Retailleau, lui aussi, il veut proposer sa loi. Donc, ça bouge beaucoup, ça change beaucoup au niveau des démarches, au niveau des procédures, etc. Donc, les astuces, les conseils, les actualités récentes, les modifications, les applications à venir, etc. Tout ça, c'est pour les abonnés. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette activité, sur l'actualité juridique du droit des étrangers, il faut vous abonner. D'accord? Voilà, Dieu seul sait qu'il faut savoir des astuces, qu'il faut les avoir pour faire les démarches, les demandes, que ce soit les demandes d'asile, les demandes de regroupement familial, les changements de statut, les autorisations provisoires de séjour, le document de circulation de l'enfant étranger mineur. Il y a plein de choses, hein. La circulaire VALS, les auditions devant l'OFPRA, les recours devant la Cour nationale du droit d'asile, etc. Il y a beaucoup de choses dans les courriers administratifs. Il y a des types de mots, de messages, de courriers, etc. qu'il faut faire. Donc, toutes ces démarches-là, faut les maîtriser. Il faut avoir les astuces juridiques pour le faire. Donc, abonnez-vous si vous voulez en savoir plus, ok? Donc, voilà pour ça. À part ça, les délais de traitement auprès de l'OFPRA et tout ça, c'est une catastrophe. Hein. Il y a des gens, il y a une dame qui m'a contacté par rapport à un titre de séjour qui a été délivré il y a longtemps, mais qu'elle n'a pas pu récupérer, faute de rendez-vous. Comment faire? Parce qu'elle contacte la préfecture, elle reçoit les messages bateau automatiques. Votre dossier en cours d'instruction, mais elle a des problèmes au niveau de son boulot, de son logement, etc. Hein. Donc, comment faire dans ce cas-là pour que la préfecture elle réagisse? Hein. Donc, tout ça, faut savoir hein, que la préfecture n'est pas obligée de répondre, ok? Mais il y a des façons
de faire pour pouvoir obtenir une réponse, malgré tout, une forme de réponse qui va servir de base pour un contentieux. D'accord? Ce sont des petites choses qu'on apprend avec l'expérience. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je pense que c'est fini, j'ai fini hein, de dire ce que j'avais à dire. Bah, après, je vous laisse le temps pour les questions. Donc, on attend. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci à vous tous de m'avoir rejointe dans ce live. Merci de vous être connectés. Abonnez-vous et puis je vous donne rendez-vous très vite. D'accord? Allez, ciao.